Le PDG millionnaire lui a tout pris. 5 ans plus tard, il regretta en voyant un petit garçon lui ressemblant. Camille Moreau n'aurait jamais imaginé que le monde tel qu'elle le connaissait pouvait s'effondrer en une seule matinée. Depuis 3 ans, elle partageait sa vie avec Théo Laurent, un jeune entrepreneur prometteur dont la start-up, à l'époque encore balbutiante, était devenue une étoile montante de la tech française. Leur rencontre s'était faite dans un vernissage à Montmartre, et depuis ce soir-là, leur histoire avait évolué comme un roman doux, presque parfait. Camille, graphiste talentueuse, travaillait au sein d'une des branches créatives du groupe Laurent, épanouie professionnellement et amoureusement. Leur appartement, situé dans le 10e arrondissement, reflétait leur complicité. Élégant, sobre, rempli de souvenirs à deux. Rien ne semblait annoncer la tempête. Ce matin-là, pourtant, l'atmosphère dans l'appartement avait quelque chose d'anormal. Il faisait froid plus que d'habitude pour un matin d'automne. Théo, vêtu d'un manteau sombre qu'il ne portait que pour des rendez-vous importants, attendait Camille dans le salon. Son regard, d'habitude si vif, était figé, presque vide. Elle le rejoignit, souriante, un café à la main. Il ne répondit pas à son sourire. En quelques mots, à peine articulés, il la confronta à une accusation brutale. Elle l'avait trahi. Il ne précisa pas comment, ni avec qui. Il disait avoir vu quelque chose, lu quelque chose, senti quelque chose. Il était certain, disait-il. Camille, abasourdie, demanda des explications, tenta de comprendre. Mais Théo ne laissa aucune ouverture. Il se contenta de répéter qu'il ne voulait plus jamais la voir. Il lui intima l'ordre de quitter l'appartement. Ce n'était plus chez elle, affirma-t-il froidement. Chaque mot semblait avoir été prémédité, chaque regard calculé pour ne laisser aucune place à l'ambiguïté. Camille sentit un vertige, comme si l'air manquait soudainement. Elle tenta encore une fois de parler, de s'expliquer, de nier une accusation dont elle ignorait tout. En vain. Il détourna les yeux, croisa les bras et fit un geste vers la porte. En quelques minutes, elle était dehors, une valise à la main, son téléphone encore sur la table du salon. Il ne lui avait laissé que le strict minimum. Le froid mordait sa peau, mais ce n'était rien comparé à la morsure qui lacérait son cœur. Ce n'était pas seulement la fin d'une relation, c'était l'effacement brutal d'une vie construite à deux. Camille errait dans les rues de Paris, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Elle ne savait pas où aller. Chaque banc, chaque façade, chaque café semblait résonner du souvenir de Théo. Comment un homme pouvait-il tourner la page avec une telle cruauté sans même écouter une seule parole de défense? Les heures passèrent, floues, et elle se retrouva finalement chez une amie, incapable de dormir, incapable de pleurer. Il n'y avait même pas de colère en elle, seulement un vide immense, glacial. Le lendemain, elle tenta de le joindre. Elle écrivit un message, hésita, en écrivit un autre. Puis appela. La ligne sonnait, mais personne ne décrochait. Quelques minutes plus tard, elle reçut un unique SMS. « Il n'y a rien à dire. C'est fini. Ne me contacte plus. » Le choc se transforma alors en quelque chose de plus profond. Une douleur sourde, un abîme sans fond. Camille, jusqu'ici forte et indépendante, sentit pour la première fois de sa vie qu'elle n'avait plus de repères. Ce n'était pas simplement une rupture amoureuse, c'était une condamnation sans procès. Au fil des jours, elle revint chercher ses affaires sous la supervision d'un assistant que Théo avait mandaté. L'homme, embarrassé, lui remit 2 cartons et un sac. Aucun mot, aucun regard. Camille avait perdu non seulement l'homme qu'elle aimait, mais aussi sa dignité, sa voix, son droit à l'explication. Tout autour d'elle semblait se déliter, comme si sa vie entière avait été construite sur un sol friable. La trahison, si elle existait, n'était pas de son fait, mais celle de Théo qui avait renoncé à la confiance en un seul souffle. Dans les jours qui suivirent, elle s'enferma dans un mutisme volontaire. Elle refusa de répondre aux rares amis qui lui demandèrent des nouvelles. Elle s'éloigna de tout ce qui pouvait lui rappeler son ancienne vie. Théo avait été le centre de son monde, et ce monde venait de s'éteindre brutalement, sans alerte, sans possibilité de retour. Elle ne chercha plus à comprendre. Elle comprit seulement qu'il fallait disparaître, s'effacer pour survivre. Et ainsi, sur les pavés froids de Paris, Camille Moreau s'éloigna. Quelques jours seulement après avoir été brutalement rejetée par Théo Laurent, Camille Moreau découvrit que la chute qu'elle vivait n'avait rien d'un simple effondrement sentimental. Ce n'était pas seulement l'amour qu'elle perdait, mais aussi tous les piliers qui constituaient son existence. Ce matin-là, en se connectant à l'espace salarié de l'entreprise où elle travaillait depuis près de 2 ans,
Elle trouva un message sec, sans signature. Son contrat était suspendu pour révision administrative. En cherchant à contacter le département des ressources humaines, on l'informa froidement que son poste avait été supprimé pour des raisons de restructuration. Elle savait que ce n'était pas vrai. Elle savait au fond d'elle que Théo avait étendu sa décision au-delà du domaine personnel. Camille n'était pas seulement sa compagne, elle avait également été une employée modèle au sein du pôle design de l'entreprise Laurent Création, filiale du groupe fondé par la famille Laurent. Elle avait participé à la conception de l'identité visuelle de plusieurs projets innovants, souvent applaudis en interne. Mais cette reconnaissance s'était évaporée aussi vite que son statut auprès de Théo. Plus personne ne lui répondait. Les collègues qu'elle considérait comme des amis prenaient désormais soin d'éviter ses appels. Dans l'espace clos du monde professionnel parisien, surtout celui façonné par le nom Laurent, Camille était devenue une paria. Comme si cela ne suffisait pas, elle découvrit peu après que leur compte bancaire commun avait été gelé. Sa carte refusait les paiements, et à la banque, le conseiller qu'elle connaissait depuis des années lui annonça que la procuration avait été révoquée. Elle n'avait plus accès à ses propres économies. Elle insista, tenta d'argumenter, d'expliquer qu'une grande partie de cette somme provenait de son salaire et de primes de projet. Mais rien n'y fit. La banque, respectant les consignes reçues, ne lui donna aucun recours. Elle sortit de l'agence hébétée, les mains vides. Ce qui avait été leur projet de vie à deux s'était transformé en un champ de ruines soigneusement orchestré par un seul des deux. L'humiliation atteignit un point de non-retour lorsqu'elle découvrit, par le biais d'un courrier recommandé, qu'elle n'était plus co-titulaire du bail de l'appartement. Le document, signé électroniquement par Théo et avalisé par l'agence immobilière, avait été modifié en son absence. Elle était donc légalement sans domicile. Chaque ligne du contrat renvoyait à une évidence brutale. Elle n'avait plus aucune attache légale ou affective dans cette ville. Paris, autrefois scène de ses ambitions et de ses souvenirs heureux, était devenu une toile hostile. Le décor était le même, mais les visages, les regards, les lieux avaient changé de ton. Tout lui rappelait la déchéance, la honte et la solitude. Camille comprit alors que rester ne ferait que prolonger son agonie. Elle prit quelques affaires, les quelques billets restants dans son porte-monnaie, et laissa derrière elle un passé auquel elle n'avait plus droit. Elle n'avertit personne. Elle ne laissa ni message, ni lettre. Elle disparut dans l'anonymat le plus complet, préférant le silence à l'humiliation. Ceux qui la connaissaient finirent par penser qu'elle était partie en voyage ou qu'elle avait trouvé un poste ailleurs, peut-être à l'étranger. Personne n'osa creuser davantage. Après tout, qui voudrait défier Théo Laurent, devenu en quelques années une figure incontournable de l'innovation technologique française? Il était respecté, admiré, parfois même craint. Son aura ne laissait place à aucune contestation. Ce fut donc dans une quasi-indifférence que Camille Moreau quitta la scène parisienne. Elle devint invisible, et ce fut une forme de survie. Elle accepta de petits boulots, des missions ponctuelles sans contrat officiel, dans des villes où personne ne connaissait son visage. Elle changea de numéro de téléphone, coupa tous les réseaux sociaux, ne répondit à aucune tentative de contact, aussi rares fussent-elles. Elle savait que dans ce monde-là, le silence était parfois la seule réponse possible. Chaque nuit, elle repassait dans son esprit les mots de Théo, cette accusation lancée sans preuve, sans droit à la défense. Elle tentait d'y trouver un sens, un indice, un fil conducteur qui expliquerait l'ampleur de sa cruauté. Mais il n'y avait rien, rien que le vide, un gouffre creusé par la méfiance d'un homme qu'elle croyait connaître. Dans cette nouvelle réalité, elle réapprit à exister autrement, loin du luxe, loin des promesses de carrière, loin de tout ce qu'elle avait cru stable. Elle redevint une silhouette anonyme dans des gares, des marchés, des rues de banlieue. Elle apprit à se contenter du minimum, à dormir dans des chambres louées à la semaine, à sourire aux inconnus sans jamais dévoiler son histoire. Ce n'était pas une fuite, au sens classique du terme. C'était une reconstruction clandestine, un repli stratégique. Elle savait qu'on ne revient pas indemne d'un tel rejet. Alors elle n'essaya pas. Elle se contenta d'avancer jour après jour dans l'ombre, et Paris, pendant ce temps, continuait de célébrer Théo Laurent. Ses affaires prospéraient, ses discours étaient applaudis, ses décisions stratégiques scrutées par les médias économiques. Personne ne posait de questions sur Camille. Elle n'était qu'un nom effacé, une note de bas de page dans le récit triomphal d'un homme ambitieux.
Elle aurait pu se battre, tenter de rétablir la vérité, revendiquer son droit à une réponse. Mais elle avait compris une chose essentielle. Dans un monde dominé par les apparences, ceux qui tombent ne sont écoutés que s'ils crient fort. Et Camille, elle, avait choisi le silence comme seule arme. Pendant 5 années entières, Camille Moreau disparut sans laisser de traces. Son existence s'effaça progressivement des mémoires parisiennes, comme si elle n'avait jamais fait partie de cette ville. Son nom ne figurait plus dans aucun organigramme, aucune invitation, aucun échange professionnel. Elle ne vivait plus sous aucune adresse connue, ne participait à aucun événement, n'émettait aucun signe sur les réseaux sociaux. Celles et ceux qui avaient partagé un café avec elle dans le hall de l'entreprise Laurent Création, ou qui s'étaient émerveillés de son talent de designer lors de présentations, finirent par croire qu'elle avait quitté le pays ou bien qu'elle avait changé de nom. Certains évoquaient une reconversion radicale, d'autres chuchotaient une dépression prolongée, mais personne ne savait. Personne n'avait de certitude. Et bientôt, plus personne ne chercha à en avoir. Camille avait en réalité trouvé refuge loin de Paris, dans une petite commune en périphérie de Lyon. Là, les rues étaient les plus calmes, les visages moins pressés et l'anonymat plus facile à entretenir. Elle y avait loué un appartement modeste, au dernier étage d'un immeuble sans ascenseur, et y vivait une vie simple, presque monacale. Pour subvenir à ses besoins, elle acceptait des missions graphiques en freelance, souvent sous pseudonyme, pour des clients éloignés qui n'exigeaient pas de rendez-vous en personne. Elle avait réappris à se faire discrète, à ne pas attirer l'attention, à éviter les conversations prolongées avec les voisins. Elle sortait tôt, rentrait tard, et gardait toujours une distance polie avec ceux qu'elle croisait. Elle n'était ni hostile, ni méfiante, seulement absente, comme si elle évoluait dans une autre dimension, parallèle au monde réel. Les premières années furent les plus dures. Elle luttait chaque jour contre les souvenirs, contre la tentation d'écrire à Théo, de lui demander pourquoi, de le forcer à écouter enfin ce qu'il avait refusé d'entendre. Mais elle ne céda jamais. Elle savait que toute tentative de revenir vers lui ne ferait que rouvrir la blessure. Elle préféra concentrer ses forces sur ce qu'elle pouvait contrôler, sa survie, sa paix intérieure, et surtout, l'avenir de celui qu'elle avait mis au monde quelques mois après avoir quitté Paris. Lucas, son fils, devint le centre absolu de sa vie. Elle l'éleva seule, sans jamais prononcer le nom de Théo devant lui, sans jamais évoquer le passé. Elle lui offrit tout l'amour qu'elle n'avait pas pu exprimer ailleurs, toute la tendresse qu'elle avait gardée enfermée au fond d'elle depuis le jour de son bannissement. Lucas grandit dans une bulle douce, protégée, mais lucide. Camille lui inculqua des valeurs simples, l'honnêteté, la curiosité, le respect des autres, loin des excès, loin de la haine. Elle ne voulait pas qu'il hérite du poids de son histoire. Elle voulait qu'il soit libre. Chaque matin, elle l'accompagnait à l'école à pied, un sac sur l'épaule, les cheveux en bataille, le sourire encore collé au visage par les rêves de la nuit. Et chaque soir, elle le retrouvait avec une impatience silencieuse, heureuse de pouvoir, au moins dans cette partie de sa vie, reconstruire quelque chose de vrai. Pendant ce temps, Théo Laurent poursuivait sa trajectoire ascensionnelle. Son entreprise avait conquis de nouveaux marchés, intégré de puissants investisseurs internationaux et renforcé sa position de leader dans le domaine des technologies éducatives. Il passait ses journées entre les bureaux, les conférences, les avions. Toujours impeccablement vêtu, toujours accompagné de collaborateurs brillants, il paraissait incassable. Ceux qui l'approchaient parlaient d'un homme exigeant, parfois dur, mais toujours focalisé sur la réussite. Il n'évoquait jamais Camille, ni publiquement ni dans ses cercles privés. Officiellement, il n'avait pas de vie sentimentale stable, enchaînant des relations discrètes et brèves, trop absorbé par ses responsabilités pour s'investir ailleurs. Pourtant, il y avait des soirs où, seul dans son appartement aux grandes baies vitrées, il repensait fugacement à elle, à Camille, à cette scène figée, cette dernière confrontation où, sans preuve, il avait prononcé des mots définitifs. Il n'avait jamais vérifié, jamais interrogé, jamais confronté les faits. Il avait vu une photo sur un téléphone laissé ouvert, une discussion ambiguë avec un contact masculin, et cela lui avait suffi. Il s'était senti trahi, piqué dans son orgueil, incapable d'envisager qu'il ait pu mal interpréter les choses. Il l'avait écarté sans appel, sans retour. Mais avec le temps, ce souvenir ne le quittait plus tout à fait. Il ne le hantait pas, il ne le détruisait pas.
Il l'accompagnait comme une ombre discrète, un doute qui refusait de mourir. Lucas, de son côté, grandissait en reproduisant les traits de celui qu'il n'avait jamais connu. Camille observait parfois ses gestes, ses expressions, et reconnaissait des échos troublants du passé. Un froncement de sourcils, une façon de tenir un stylo, un rire un peu rauque. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Son fils ressemblait à Théo, de manière presque douloureuse. Mais elle ne disait rien. Elle ne voulait pas que son histoire devienne un fardeau pour lui. Elle lui offrait ce qu'elle n'avait pas eu, une enfance sereine, une éducation sans peur, et surtout, un espace pour devenir lui-même. Les années s'écoulaient. Camille refusait de nourrir l'espoir d'un jour revoir Théo. Elle avait enterré cette part d'elle-même. Elle ne lisait plus les journaux économiques, ne suivait plus les actualités de la tech. Elle vivait dans un présent calme, tissé d'habitudes rassurantes et de gestes simples. Elle se disait que certaines vérités ne méritaient pas d'être dites et que parfois, le silence valait mieux qu'un combat perdu d'avance. Elle n'avait pas besoin qu'on la croie. Elle avait juste besoin que son fils vive libre. Ce n'est que bien plus tard, lors d'un après-midi apparemment banal dans les rues de Lyon, que le fil du passé allait brutalement se retendre. Mais pour Camille, jusque-là, ces 5 années de silence n'avaient pas été une fuite. Elles avaient été un acte de résistance. 5 ans après avoir quitté Paris, sans repère ni bruit, Camille Moreau avait trouvé un équilibre fragile, mais authentique dans sa nouvelle vie en périphérie de Lyon. Ses matinées débutaient tôt. Un café noir, la lumière timide de l'aube, un trajet paisible à pied vers la petite école où elle laissait Lucas. Ce garçon à la chevelure châtain clair et aux yeux brillants devenait le centre de son univers. Elle observait ses gestes, son rire, ses questions sans fin, et pensait que c'était là, dans cette simplicité, que se reconstruisait quelque chose de pur. Elle n'attendait rien d'autre. Elle n'espérait pas revoir Théo Laurent. Elle l'avait effacé de ses rêves, de ses conversations, de ses espoirs. Il appartenait à un passé révolu, un passé qu'elle avait enterré pour survivre. Et puis, ce jour arriva. Un jour ordinaire comme les autres, un jour d'automne où le ciel était couvert, un vent froid soulevait des feuilles orangées sur la place du Vieux-Lyon. Camille avait emmené Lucas se promener après l'école. Ils avaient échangé des glaces sur la terrasse d'un café, puis s'étaient installés sur un banc pour regarder les passants, les touristes, les bruits de la rivière proche. Lucas, comme souvent, tenait un livre d'images dans ses mains, mais son regard vagabondait vers les vitrines. Elle l'observait discrètement, appréciant ce moment de calme. Elle ne savait pas qu'à quelques mètres, un homme reconnaissait un mouvement familier, un port de tête, une silhouette qui ne lui appartenait pas encore, mais qu'il avait déjà connue. Théo Laurent, désormais trentenaire d'influence, se trouvait ce jour-là à Lyon pour un séminaire d'entreprise. Sa vie était celle que beaucoup envieraient. Bureau vitré, lancement de produits, intervention publique. Pourtant, dans l'ombre de ce succès, un malaise persistait, une absence qu'il ne parvenait pas à nommer. Il avait quitté Paris, emporté par son ascension fulgurante, mais chaque déplacement, chaque hôtel, chaque ouverture de discours lui rappelait quelque chose qu'il avait perdu sans jamais l'avoir véritablement cherché. Ce matin-là, il sortit du centre d'affaires, se rendit à une terrasse voisine du Rhône pour reprendre son souffle entre 2 entretiens. Le café fumait dans la tasse, le bruit de la ville montait doucement. Et alors, du coin de l'œil, il aperçut une femme qu'il croyait reconnaître. Une silhouette assise dans un banc, un livre d'enfant aux mains d'un petit garçon, le vent jouant avec les mèches châtains de ses cheveux. Il s'immobilisa. Il y avait chez cette femme une posture qu'il connaissait. Le menton relevé, le regard tourné vers la rivière, la façon de lisser une mèche derrière l'oreille. Tout était familier. Il resta un instant immobile, les mots bloqués dans sa gorge. Il essaya de rationaliser. Ce devait être simplement une ressemblance trompeuse. Il regarda de nouveau, plus attentif. L'enfant, cet enfant, tournait le visage vers lui aussi. Et dans le profil du garçon, il vit l'écho de son propre visage à l'âge de 5 ans. Une forme de mémoire immédiate le frappa, un vertige. Il n'y avait plus d'échappatoire. Il se leva, entraîné par cette reconnaissance. Il prit quelques pas dans leur direction, ralentit, son cœur accéléré. Le café dans la main tremblait légèrement. Il s'arrêta à distance raisonnable, sans intervenir. Il observa. Camille releva les yeux à ce moment. Elle perçut une présence, un regard. Elle posa sa main sur l'épaule de Lucas comme pour dire « Reste ici ».
Le garçon tourna la tête vers l'homme. Le regard des trois se croisa. Il n'y avait aucun mot échangé dans l'immédiat, seulement le silence qui s'étira, lourd, chargé de questions. Théo vit la femme se redresser. Il reconnut le manteau, la manière de se lever. Il chercha son visage, mais les lunettes de soleil déjà cachaient une part de celui-ci. Le garçon se leva aussi, tira sur la manche de sa mère. Camille vit l'inconfort dans la posture d'un homme trop grand, en costume sombre, témoignant d'une tension qu'elle percevait bien. Elle le reconnut avant même qu'il parle. Elle ne recula pas, mais elle ne fit aucun geste non plus. Elle resta immobile, debout sur le banc. Lucas à ses côtés, ceint de son sac d'école. Le vent souleva une feuille qui s'envola entre eux, une page détachée du moment. Théo ne s'approcha pas davantage. Il resta à l'écart, craignant la réaction, redoutant la sienne. Dans son regard, il voyait la surprise, l'arrêt du temps. Il essaya de parler, de trouver la voie, mais ses efforts restèrent bloqués par la peur de se tromper, par la honte de cette perte inexpliquée. Et puis, comme pour rompre ce qui se passait, Camille fit un pas en arrière. Elle mit une main sur l'épaule de Lucas, l'attira derrière elle. Le garçon ne protestait pas. Il regarda l'homme comme on regarde un paysage inconnu et familier à la fois. L'instant dura une fraction de seconde, un souffle suspendu. Puis, ils s'éloignèrent. Théo les regarda partir. Une fois le banc vide, le garçon emporté par sa mère, la terrasse redevint ordinaire. Le bruit du Rhône recommença à dominer. Le café se refroidit. Il resta seul quelques instants, incapable de bouger. Il pensa à tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait évité. Il comprit que ce qu'il avait cru être un hasard était peut-être un rendez-vous que la vie lui imposait, un passage obligé. Il chercha son téléphone. Il tenta de prendre une photo discrète, mais le garçon avait déjà disparu dans la foule. Le client officiel attendait. La réunion revenait dans 10 minutes. Il fit demi-tour et quitta le lieu. Camille, de son côté, rentra à l'appartement. Elle fit le trajet sans parler. Lucas s'appuyait contre elle. Elle le regarda. Il lui sourit. Elle imagina un homme dans un costume sombre qui les avait vus, reconnus. Elle se demanda si cet homme allait agir ou rester dans l'ombre. Elle ne soupçonnait pas qu'à partir de ce jour, tout allait changer. Quelque chose rompit. Un fil ancien vibra dans l'invisible. Une tension réveillée. Ce n'était pas encore une confrontation, mais une fracture s'était ouverte dans la vie qu'elle avait tenté de rendre silencieuse et stable. Elle posa la main sur la poignée de la porte. Un instant, elle ferma les yeux, prête à affronter ce que son passé venait d'activer. Et la ville de Lyon, avec ses rues grises, ses façades anciennes, ses terrasses fumantes, devint le décor d'une révélation imminente. Un événement rare, une rencontre non voulue, un choc de regard. Le quotidien de Camille, jusqu'alors prévisible, venait d'être traversé par un clignotement d'histoire plus vaste. À cet instant précis, elle ne le savait pas encore, mais le cycle de silence que 5 ans avaient tissé autour d'elle était déjà brisé. De retour à son hôtel, Théo Laurent resta longtemps assis au bord du lit, le regard fixé sur le mur, incapable de se concentrer sur le moindre dossier. Son téléphone vibrait régulièrement, messages de collaborateurs, rappels de réunions, notifications de marché à surveiller. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance à ses yeux. L'image de cette femme sur le banc, l'enfant à ses côtés et ce regard échangé brièvement, l'obsédait. Ce n'était pas seulement la ressemblance physique du garçon avec lui qui le troublait, c'était l'attitude de Camille, cette retenue glaciale, ce geste de protection. Elle ne lui avait pas parlé, elle ne l'avait pas appelé, mais elle avait compris. Et lui, pour la première fois depuis des années, se retrouvait face à une évidence qu'il n'avait jamais voulu envisager. Il passa une main sur son visage, puis saisit son téléphone. Il avait encore accès à quelques contacts à Lyon, des collaborateurs externes qu'il n'utilisait que pour des vérifications discrètes. Il envoya un message bref à l'un d'eux. « Je veux le nom de la femme que j'ai croisée aujourd'hui à la terrasse du quai Saint-Antoine. Elle était avec un garçon d'environ 5 ou 6 ans, discret, rapide. » Il hésita un instant avant d'appuyer sur « Envoyer », mais le geste fut plus fort que sa prudence. Il devait savoir. Il ne pouvait pas continuer à se persuader qu'il s'agissait d'un simple hasard. Le lendemain matin, alors qu'il descendait prendre son petit déjeuner dans la salle commune de l'hôtel, son téléphone vibra de nouveau. Une réponse concise, directe, sans fioriture. Le message contenait 2 lignes.
Camille Moreau réside à proximité. L'enfant s'appelle Lucas. Théo sentit son estomac se nouer. Il relut le message plusieurs fois. Les mots dansaient sous ses yeux. Il n'y avait plus de doute. Camille n'avait pas quitté le pays. Elle n'avait pas disparu. Elle avait seulement fui. Et Lucas, ce prénom le frappa avec une force sourde. Un prénom simple, classique, mais chargé désormais d'une implication qu'il n'osait encore nommer à voix haute. Il resta figé un long moment, les doigts serrés autour du téléphone. Des souvenirs remontaient brutalement à la surface, leur dernière nuit ensemble. La conversation avortée qu'il avait interrompue sans lui laisser la moindre chance de s'expliquer, son départ forcé. Il se rappelait à peine ce qu'il lui avait reproché. Il savait qu'il avait vu une conversation suspecte, qu'il s'était senti trahi, humilié, et qu'il avait réagi avec violence. Mais il n'y avait jamais eu de confrontation réelle, jamais eu de preuves concrètes. Il avait agi sous l'impulsion de la colère, de la fierté blessée. Et maintenant, face à cette réalité inattendue, tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. Le prénom de Lucas résonnait comme une réponse à une question qu'il n'avait jamais osé poser. Si Camille avait eu un enfant, pourquoi ne le lui avait-elle jamais dit? Et surtout, comment avait-il pu ne rien soupçonner? Il fit défiler les messages anciens sur son téléphone, chercha dans ses archives, tenta de retrouver les derniers échanges qu'ils avaient eus avant la rupture. Rien ne laissait penser à une grossesse, rien ne mentionnait un projet d'enfant. Mais il savait aussi qu'il avait tout coupé brusquement, sans dialogue, sans vérification. Il avait fait taire toute possibilité de compréhension. Il tenta d'imaginer ce que Camille avait ressenti, seule, sans soutien, en découvrant qu'elle allait devenir mère, au moment même où l'homme qu'elle aimait la rejetait sans appel. Il ferma les yeux, prit une grande inspiration. Ce n'était pas seulement la culpabilité qui le rongeait à cet instant, c'était l'incompréhension face à sa propre décision d'autrefois. Comment avait-il pu ignorer autant de signes? Comment avait-il pu croire si fermement à une trahison qui, aujourd'hui, ne reposait sur rien de solide? Théo décida de prolonger son séjour à Lyon. Il repoussa plusieurs engagements à Paris, déclara à son assistante qu'il avait besoin d'un temps de pause, d'un peu de discrétion. Ce n'était pas dans ses habitudes, mais personne ne contesta. Il contacta un ancien collaborateur installé à Lyon, sous prétexte d'explorer une opportunité de partenariat local. Officiellement, il restait dans le cadre de ses fonctions. En réalité, il avait un autre objectif, comprendre, recoller les morceaux, faire face à ce qu'il avait détruit. Il passa les jours suivants à rôder dans les environs où il avait aperçu Camille et Lucas. Il ne s'approcha jamais, n'osa pas encore tenter une nouvelle approche. Il se contentait d'observer, à distance. Il la vit une fois sortir de l'école avec le garçon, tous deux riant d'une plaisanterie qu'il ne pouvait entendre. Un autre jour, elle le tenait par la main en traversant un marché, choisissant des fruits avec une attention tendre. À chaque apparition, Théo sentait quelque chose se fissurer en lui. Ce n'était pas de la jalousie, ni même un regret romantique. C'était une douleur profonde, celle de constater ce qu'il avait manqué, ce qu'il aurait pu partager, ce qu'il avait volontairement ignoré. Lucas n'était pas qu'un enfant ressemblant à lui. Il était probablement son fils. Un garçon qu'il n'avait jamais vu naître, qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras, dont il n'avait pas entendu les premiers mots, ni accompagné les premiers pas. Et cette simple idée suffisait à le bouleverser. Pour la première fois, l'homme sûr de lui, décidé, calculateur, ne savait plus comment agir. Il ne voulait pas foncer tête baissée. Il ne voulait pas effrayer Camille. Mais il ne pouvait plus rester dans l'ombre. Il fallait qu'il parle, qu'il entende, qu'il comprenne. Il écrivit une première lettre qu'il déchira, puis une seconde qu'il conserva. Il n'avait pas d'adresse exacte. Il la donna à l'ami en qui il avait encore confiance, lui demandant de la remettre à Camille sans insister, sans question. La lettre ne contenait aucune accusation, aucune tentative de justification. Elle se contentait de dire qu'il l'avait vu, qu'il avait reconnu Lucas et qu'il voulait lui parler, une seule fois, pour écouter enfin ce qu'elle avait tenté de lui dire autrefois. Rien de plus. Pas d'attente, pas d'excuse toute faite, juste une demande. Le jour où la lettre fut remise, Théo n'attendit pas de réponse immédiate. Il continua à marcher dans les rues de Lyon, sans destination, sans certitude. Il savait que, désormais, quelque chose s'était mis en marche. Le prénom de Lucas avait tout changé. Il n'y avait plus de retour en arrière.
Camille reçut la lettre une fin d'après-midi, glissée discrètement dans sa boîte aux lettres par une ancienne connaissance qu'elle n'avait pas revue depuis des années. Le nom de Théo ne figurait pas sur l'enveloppe, mais l'écriture, bien que tremblante, était immédiatement reconnaissable. Elle la contempla un long moment, debout dans le couloir étroit de son immeuble, incapable de décider si elle devait l'ouvrir ou la jeter. Une partie d'elle, celle qui avait survécu sans explication, voulait ignorer cette intrusion. L'autre, celle qui n'avait jamais cessé de se demander pourquoi, comprit que cette lettre était inévitable. Elle l'ouvrit sans cérémonie, le papier se déchirant presque sous la pression de ses doigts. Les mots étaient simples, dépourvus de mise en scène. Théo demandait à la voir, juste une fois, pour l'écouter, sans s'imposer, sans juger. Elle relut la lettre 2 fois. Rien dans ces lignes ne cherchait à la convaincre ou à la manipuler. Il n'y avait ni promesse ni regret déguisé. Seulement une demande directe, presque maladroite, d'une conversation suspendue depuis trop longtemps. Camille s'assit sur le bord du lit de Lucas, qui jouait dans le salon sans se douter de ce qui se passait. Elle repensa à tout ce qu'elle avait enduré, à toutes les nuits silencieuses, aux doutes qu'elle avait avalés seule. Elle n'avait pas besoin d'entendre Théo lui dire qu'il avait eu tort. Elle ne voulait pas d'excuses. Mais peut-être, juste peut-être, avait-elle besoin de le regarder en face une dernière fois pour refermer définitivement une blessure qu'elle avait trop longtemps laissée ouverte. Elle accepta de le rencontrer dans un parc proche de chez elle, un endroit calme, loin du tumulte. Elle choisit la fin d'une journée de semaine, lorsque le soleil déclinant adoucissait les bruits de la ville. Lucas serait avec une voisine de confiance. Camille arriva en avance. Elle s'assit sur un banc à l'ombre d'un vieux platane, son regard perdu dans les branches qui tremblaient sous le vent. Elle n'avait rien prévu à dire. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentirait. Ce n'était ni de la colère ni de la peur, juste une attente silencieuse, comme si tout ce moment n'était qu'un fragment de mémoire enfin rattrapé. Théo arriva avec 5 minutes de retard. Il marchait lentement, les mains dans les poches, son manteau ouvert, sans cette prestance professionnelle qu'il portait comme une armure. Il la vit de loin, hésita un instant, puis s'approcha. Camille ne bougea pas. Il s'arrêta à quelques mètres, puis prit place sur le même banc, en laissant une distance respectueuse. Ils restèrent quelques secondes sans parler. Le silence n'était pas tendu, mais lourd d'années perdues. Finalement, Théo prit la parole. Sa voix n'avait pas changé, mais elle semblait plus posée, moins tranchante. Il dit simplement qu'il était désolé de la manière dont les choses s'étaient terminées, qu'il n'avait jamais pris le temps d'écouter, qu'il avait agi par impulsion, par fierté, par peur aussi. Camille l'écoutait sans l'interrompre. Elle ne réagissait pas, ne hochait pas la tête, ne montrait aucune approbation. Elle voulait entendre jusqu'au bout. Il parla de Lucas, du moment où il avait croisé leurs regards, de la ressemblance qui l'avait frappé, du prénom qui avait tout déclenché. Il ne posait pas la question de façon directe, mais Camille comprit qu'il avait deviné. Et lorsqu'elle parla enfin, ce fut avec une voix calme, nette, sans tremblement. Elle confirma ce qu'il soupçonnait. Lucas était son fils. Elle n'avait jamais cherché à le lui cacher, mais elle avait refusé de forcer un homme qu'il avait rejeté à assumer une réalité qu'il avait fuie sans un mot. Elle expliqua comment elle avait découvert sa grossesse peu de temps après leur séparation, comment elle avait tenté de le prévenir, mais que ses messages restaient sans réponse, comment elle avait décidé de partir, non pas pour le punir, mais pour se reconstruire. Elle n'avait jamais voulu que Lucas grandisse dans le mensonge, mais elle avait choisi de le protéger de l'instabilité, de la colère, du rejet. Théo l'écoutait, les yeux fixés devant lui. Il ne l'interrompit pas. À plusieurs reprises, il sembla vouloir dire quelque chose, mais se retint. Lorsqu'elle termina, il prit une longue inspiration. Il dit qu'il n'avait jamais envisagé qu'elle puisse être enceinte, qu'il n'avait jamais lu ses messages après la rupture, persuadé qu'ils ne contenaient que des tentatives de justification qu'il refusait d'entendre. Il admit sa lâcheté, son aveuglement. Mais il ajouta, d'une voix presque brisée, qu'il ne savait pas comment réparer ce qu'il avait brisé. Camille tourna enfin la tête vers lui. Elle le regarda pour la première fois depuis toutes ces années. Il avait vieilli. Il semblait plus fatigué, moins sûr de lui. Il n'était plus le jeune fondateur arrogant qu'elle avait connu. Il avait devant elle le visage d'un homme qui regrettait, sans chercher à s'excuser. Elle ne lui dit pas qu'elle lui pardonnait. Elle ne lui dit pas non plus qu'il avait encore une place dans leur vie. Mais elle lui dit qu'il pouvait rencontrer Lucas.
une fois, pour qu'il voie, pour qu'il comprenne, mais sans promesse, sans engagement. Ce n'était pas un test, ce n'était pas une revanche. C'était une ouverture, une chance peut-être. Théo acquiesça lentement. Il ne demanda rien de plus. Il ne chercha pas à négocier. Il remercia simplement. Ils restèrent encore un moment assis, sans parler, chacun plongé dans ses pensées. Puis Camille se leva. Elle lui dit qu'elle lui enverrait un message avec une date, une heure, un lieu. Il n'aurait qu'à être là. Et sans attendre de réponse, elle s'éloigna. Théo la regarda partir comme il l'avait fait autrefois, mais cette fois sans colère, sans certitude. Juste avec le poids immense de tout ce qu'il avait ignoré. Ce soir-là, il ne retourna pas immédiatement à son hôtel. Il marcha longuement dans les rues de Lyon, jusqu'à ce que la nuit tombe. Il pensait à Lucas, à ce qu'il dirait, à ce qu'il verrait. Et surtout, il pensait à Camille, à la force silencieuse avec laquelle elle avait affronté seule tout ce qu'il avait fui. Rien ne serait facile à réparer, mais il savait qu'il n'aurait plus d'autre occasion. Théo rentra à Paris 2 jours après avoir parlé à Camille. Il n'avait pas revu Lucas, pas encore. Elle lui avait promis un message avec les détails et il avait accepté d'attendre. C'était une sensation étrange pour un homme comme lui, habitué à imposer le rythme, à exiger des réponses immédiates, à contrôler les événements. Mais cette fois, il savait que ce pouvoir ne lui appartenait plus. Il marchait dans ses propres couloirs de verre et d'acier, entouré de collaborateurs, de dossiers à signer, de décisions à prendre, mais tout paraissait flou. Rien n'avait plus le même poids. Le nom de Lucas revenait sans cesse dans ses pensées, associé à cette image d'un garçon qui riait sans savoir ce que son père avait manqué. Il aurait pu se réfugier dans le travail, se noyer dans les tableaux de chiffres, les expansions à l'international, les fusions stratégiques. Mais quelque chose résistait en lui, un nœud qu'aucune réussite ne parvenait à défaire. Chaque fois qu'il s'asseyait devant son ordinateur, son regard dérivait vers un dossier en particulier, un vieux répertoire numérique qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Il se trouvait là, dans un coin de son ancien ordinateur personnel, transféré à son nouveau poste, comme un fantôme jamais exorcisé. Camille Archive. Il avait hésité pendant longtemps à le supprimer. Il n'en avait jamais eu le courage. Un soir, après une réunion tardive, il rentra seul dans son appartement. Il retira sa veste, déboutonna sa chemise et s'installa devant l'écran. Il ouvrit ce dossier lentement comme on ouvre une boîte interdite. À l'intérieur, des échanges d'emails, des images de projets sur lesquels ils avaient travaillé ensemble, des captures d'écran de présentation. Mais ce qui l'intéressait, c'était le sous-dossier nommé « Personnel ». Il y avait là des dizaines de messages, des mots simples, des images envoyées sur le vif, des projets de week-end, des conversations légères, intimes. Il relut tout, lentement, avec une concentration douloureuse. À mesure qu'il avançait, une évidence grandissait. Rien ne pointait vers une quelconque trahison. Absolument rien. Il chercha le message qui, à l'époque, l'avait poussé à agir. Il se souvenait d'une capture d'écran, d'un échange entre Camille et un ancien collègue. Un ton complice, un emoji mal interprété, un rendez-vous évoqué sans explication. Ce petit détail l'avait suffoqué de jalousie. Il le retrouva enfin. Et cette fois, avec le recul, avec l'esprit moins enfiévré par l'orgueil, il le lut autrement. Ce n'était rien. Une phrase sortie de son contexte, une conversation de travail transformée par la suspicion. Il avait tout inventé. Il avait voulu y croire, parce que la peur de perdre Camille avait été plus forte que son courage de lui faire confiance. Il se le répéta en silence, il avait détruit leur lien pour une illusion. Il chercha ensuite les messages qu'elle avait laissés après la rupture. Il en avait effacé certains, mais d'autres restaient ignorés, non lus. Il ouvrit l'un d'eux, daté d'à peine 2 jours après leur séparation. Camille y écrivait qu'elle n'avait pas compris ce qui s'était passé, qu'elle voulait simplement lui parler, qu'elle n'avait rien à cacher, rien à se reprocher. Il y avait même une allusion à une nouvelle importante, quelque chose qu'elle devait lui dire. Elle parlait d'une absence de règles, d'un test qu'elle allait faire. Théo sentit un frisson le traverser. Il ouvrit le message suivant. Elle y disait que, peu importe sa réaction, elle irait de l'avant, qu'elle ne le dérangerait plus, que ce n'était pas une menace ni un appel à l'aide, simplement une déclaration. Elle allait devenir mère. Et il n'avait jamais lu ces mots. Il recula sa chaise. L'air semblait manquer.
Il ferma les yeux et se laissa tomber contre le dossier du siège. Le silence de la pièce amplifiait le chaos en lui. Il se demanda ce qu'il aurait fait s'il avait lu ce message à l'époque. Aurait-il réagi différemment? Aurait-il été capable de revenir en arrière, de mettre sa fierté de côté? Il ne pouvait pas le savoir. Ce qu'il savait, en revanche, c'est que Camille avait été seule, et que lui, sans même le vouloir, avait tourné le dos à un fils qui n'avait rien demandé. Il passa les jours suivants hanté par ses lectures. Chaque réunion devenait une épreuve. Chaque visage lui rappelait son absence. Il ne parlait à personne de ce qu'il avait découvert. Ce n'était pas un sujet pour ses associés, ni pour ses avocats, ni pour ses rares amis. Il portait ce poids seul, comme un rappel permanent de ses propres erreurs. Il aurait pu continuer à vivre sans jamais chercher la vérité. Mais maintenant qu'il savait, il ne pouvait plus faire semblant. Il commença à rédiger une lettre à Lucas, pas pour la lui envoyer tout de suite, mais pour fixer des mots. Il y décrivait ce qu'il ressentait, ce qu'il avait manqué, ce qu'il aurait voulu faire. Il ne parlait pas de Camille, pas encore. Il parlait du futur, de ce qu'il espérait construire. Il écrivait sans savoir si ces mots seraient un jour lus. Mais il les écrivait quand même, comme pour poser une première pierre. Lorsque Camille envoya enfin le message tant attendu, Théo sentit une tension étrange l'envahir. Il lut les mots plusieurs fois. L'heure, le lieu, une bibliothèque municipale, un mercredi après-midi. Camille précisa qu'elle accompagnerait Lucas, mais qu'elle garderait ses distances. Il pourrait passer du temps avec l'enfant. Elle observerait de loin. Pas d'échange entre adultes. Ce serait un premier contact. Il répondit simplement « Merci, je serai là ». À partir de ce moment, chaque minute devint une attente. Il se surprit à se demander comment parlerait Lucas, s'il serait curieux ou méfiant, s'il poserait des questions. Il ne savait pas s'il devait se présenter comme un inconnu ou comme un père. Il n'avait pas de manuel pour cette rencontre. Il n'avait que ses erreurs, ses regrets, et un désir profond de réparer autant que possible ce qui pouvait encore l'être. Ce garçon, ce fils, était bien réel. Et Théo ne voulait plus jamais détourner le regard. Théo n'avait pas dormi la veille de la rencontre. Les heures s'étaient étirées, lentes et oppressantes, entre des silences trop lourds et des pensées qu'il ne parvenait pas à apaiser. Il avait revu mentalement toutes les scènes de son passé avec Camille, chaque détail qu'il avait ignoré, chaque parole qu'il avait refusé d'entendre. Les messages relus la semaine précédente hantaient ses nuits comme des rappels d'une réalité qu'il avait volontairement évacuée. Ce qu'il avait pris pour des indices de trahison n'était, en vérité, que les projections de sa peur. Et cette peur, il en avait fait une arme qu'il avait tournée contre elle, sans hésiter. Le matin de la rencontre, il se leva avant l'aube. Il marcha pendant 2 heures dans les rues encore vides de Paris, incapable de rester enfermé. Il tenta de se préparer à ce moment, de se répéter qu'il n'attendait rien, qu'il ne voulait que voir son fils, être présent, sans rien demander. Mais plus il approchait de l'heure, plus une tension sourde montait en lui. Ce n'était pas la peur d'être rejeté, c'était la peur de constater de visu le poids du temps perdu, car les mots lus dans les messages, les regrets qu'il portait, ne suffiraient jamais à compenser 5 années de silence. Et il le savait. Camille arriva à la bibliothèque avec Lucas, à l'heure exacte. Elle était vêtue simplement, comme toujours, discrète, effacée presque. Elle salua la bibliothécaire d'un signe de tête, installa Lucas dans l'espace jeunesse, puis s'éloigna pour s'asseoir à une table en retrait, d'où elle pouvait observer sans intervenir. Lucas, lui, s'installa parmi les livres, le regard curieux, les doigts effleurant les couvertures avec la lenteur de l'enfance. Il ne semblait pas inquiet. Il ne savait pas encore. Théo entra peu après, le pas mesuré, le regard fuyant. Il reconnut immédiatement la silhouette du garçon, sa posture, sa manière de s'asseoir, des gestes qui lui étaient familiers sans qu'il sache pourquoi. Il s'approcha, s'agenouilla à côté de lui. Il se présenta simplement comme un ami de sa mère venu partager un moment avec lui. Lucas le regarda avec attention, sans méfiance, mais avec l'instinct naturel des enfants qui perçoivent ce que les adultes taisent. Il lui posa des questions, sans détour. « Tu connais maman depuis longtemps. Tu habites ici ?» Théo répondit avec prudence, pesant chaque mot. Il sortit un livre de son sac, un ouvrage d'images sur les planètes, un sujet que Camille lui avait dit que Lucas adorait. Et à mesure que les pages se tournaient, que les mots se posaient, une forme de lien s'établit. Timide, fragile, mais réel. Pendant près d'1 heure, ils restèrent là, à lire, à parler,
à rire parfois. Camille observait de loin. Elle ne souriait pas, mais elle ne bougeait pas non plus. Elle ne montrait ni approbation ni rejet. Elle laissait faire. Ce moment appartenait à Lucas, pas à elle. Et à travers ce silence, Théo comprit la force de sa décision. Elle n'avait jamais empêché cette rencontre. Elle l'avait rendue possible, au contraire, en respectant le temps, les rythmes, les besoins de chacun. Elle avait protégé son fils, mais sans lui fermer la porte de son histoire. Quand la séance se termina, Lucas rangea le livre avec soin. Il regarda Théo et demanda « On peut refaire ça ?» Théo sentit sa gorge se serrer. Il hocha la tête, sans parvenir à parler. Camille vint chercher l'enfant. Elle ne s'adressa pas à Théo. Elle prit simplement Lucas par la main, le remercia en son nom et s'éloigna. Ce ne fut que 3 jours plus tard qu'il reçut un message. Il a aimé. Il veut le revoir. Je propose samedi, même heure, même lieu. Cette régularité s'installa lentement. Chaque semaine, Théo revoyait Lucas, toujours à la bibliothèque, puis au parc, puis parfois autour d'un chocolat chaud. Les échanges devenaient plus naturels. Le garçon posait plus de questions. Théo répondait toujours avec prudence, mais sans mentir. Il ne s'imposait jamais. Il suivait le rythme de l'enfant. Et Camille restait à distance, présente mais silencieuse. Un soir, Théo retourna dans son ancien appartement parisien. Il n'y avait plus vécu depuis longtemps. Il l'avait conservé comme bien personnel, vide, inutilisé. Il décida d'y retourner, poussé par quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Il alluma la lumière du salon, observa les murs nus, les meubles recouverts de draps. Tout était figé, comme s'il avait quitté l'endroit la veille. Il alla dans le bureau, ouvrit le dernier tiroir du meuble contre le mur. Il y trouva une boîte de carton. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des carnets, des lettres, des objets laissés par Camille. Il les avait oubliés, ou plutôt volontairement ignorés. Parmi les documents, une enveloppe scellée à son nom. Il l'a reconnue. Camille la lui avait laissée avant de partir. Il ne l'avait jamais ouverte. Il avait refusé d'en entendre parler. Il la décacheta avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre de 2 pages. Une lettre écrite avant sa disparition. Elle parlait de la confusion qu'elle avait ressentie après leur dispute, de sa solitude, de son incompréhension. Elle évoquait le malentendu, la conversation interceptée, le collègue dont Théo s'était méfié à tort, et à la fin de la lettre, elle écrivait qu'elle pensait être enceinte. Elle n'en était pas sûre, mais elle voulait qu'il le sache. Elle espérait pouvoir lui parler, mais il ne l'avait jamais laissé faire. Théo resta longtemps assis dans cette pièce, la lettre entre les mains. Tout était là, la vérité, écrite noir sur blanc, enterrée sous son orgueil, sous son refus d'écouter. Il avait détruit sa propre vie, il avait brisé celle de Camille, et Lucas avait grandi sans lui à cause de cela. Il ne pleura pas, il n'en avait plus la force. Il rangea la lettre, la glissa dans sa poche. Il savait désormais ce qu'il devait faire, pas pour réparer. Ce mot ne signifiait plus rien, mais pour assumer, pour être enfin à la hauteur. Lorsque Camille proposa une nouvelle rencontre, cette fois en dehors de la bibliothèque, Théo comprit que quelque chose avait évolué. Elle suggérait un café du quartier en terrasse, là où les enfants pouvaient jouer sans danger pendant que les adultes parlaient à voix basse. C'était la première fois qu'elle acceptait de partager un espace neutre avec lui, en présence de Lucas, sans rester à distance. Théo y vit un signe, non pas un pardon, ni même un début de réconciliation, mais la reconnaissance que le lien entre lui et l'enfant existait désormais et méritait d'être considéré. Il arriva avec quelques minutes d'avance, observa les alentours, puis s'assit à une table sous un parasol. Il ne portait pas de costume ce jour-là. Jean, pull léger, regard concentré. Il voulait que Camille voie un homme, pas un dirigeant. Camille arriva avec Lucas, tenant sa main comme toujours. Elle portait un tranche beige et avait attaché ses cheveux en un chignon rapide. Elle salua Théo d'un simple mouvement de tête, s'installa à côté de son fils et commanda un jus d'orange pour lui. Le garçon, lui, s'illuminait à la vue de Théo, lui montra une carte qu'il avait dessinée. Un système solaire simplifié avec leurs noms inscrits sur 2 planètes côte à côte. Théo sentit un nœud se former dans sa gorge, mais il se força à sourire, à répondre avec douceur. Ils parlèrent tous les 3 pendant un long moment. Camille ne fuyait plus le regard de Théo. Elle l'écoutait, le laissait dialoguer librement avec Lucas, intervenait parfois pour préciser un détail ou ajouter une remarque. À aucun moment, elle ne prit la parole pour parler du passé.
Elle se concentrait sur le présent, sur la dynamique entre père et fils, sur cette réalité nouvelle qu'elle acceptait peu à peu de voir exister. À un moment, Lucas s'absenta pour aller jouer sur l'espace aménagé à quelques mètres. Camille resta silencieuse un instant, puis se tourna vers Théo. Elle dit qu'elle était là uniquement pour que Lucas sache d'où il venait, qu'il puisse grandir sans question, sans réponse. Mais qu'elle ne voulait pas que cette ouverture soit mal interprétée. Elle n'attendait pas de lui un revirement, ni un engagement improvisé. Elle lui donnait une place, mais cette place ne devait pas être confondue avec un retour. Théo l'écouta attentif. Il acquiesça. Il dit qu'il ne voulait rien imposer, qu'il ne cherchait pas à récupérer ce qui avait été perdu. Il voulait seulement être là, pour Lucas. Pas pour lui, pas pour Camille, mais pour cet enfant qui n'avait pas eu la chance de choisir son histoire. Ils restèrent là encore 1 heure. Lucas revint, raconta une anecdote de l'école, rit à ses propres blagues. Il se sentait à l'aise, en sécurité. C'était ce qui comptait. Théo repartit avec le souvenir d'un moment simple, mais fondateur. Il ne savait pas ce que cela deviendrait, mais il savait que c'était réel. Au fil des semaines, les rencontres se multiplièrent. Lucas demandait à voir Théo. Camille ne s'y opposait plus. Ils organisèrent des promenades, des lectures, des ateliers de dessin. Le garçon montrait une curiosité croissante. Il posait des questions plus précises sur l'enfance de Théo, sur ce qu'il faisait, sur pourquoi il ne vivait pas avec eux. Théo répondait avec sincérité, sans trop entrer dans les détails. Il disait qu'il avait fait des erreurs, qu'il ne les avait pas compris à temps, mais qu'il voulait aujourd'hui apprendre à le connaître. Lucas acceptait ses réponses avec la sagesse surprenante de certains enfants. Il ne cherchait pas les conflits, il voulait seulement tisser un lien. Camille observait. Elle restait vigilante, mais elle reconnaissait malgré elle l'effort. Théo ne jouait pas un rôle. Il ne venait pas avec des cadeaux disproportionnés, ni avec des promesses vides. Il venait avec du temps, de l'écoute, de l'attention. Il apprenait à connaître son fils dans les détails les plus banals. Ce qu'il mangeait au petit déjeuner, le nom de ses amis, la manière dont il pliait ses vêtements ou rangeait ses jouets. Et c'était précisément dans ces détails que Camille comprenait qu'il essayait réellement. Non pas de rattraper le passé, mais de construire un futur, même partiel, même incertain. Un jour, Lucas demanda s'il pouvait inviter Théo à voir sa chambre. Camille hésita. Elle vivait toujours dans le même appartement modeste en périphérie qu'elle avait réussi à maintenir propre, calme, chaleureux. Elle craignait le regard de Théo sur cette vie simple, loin du luxe de ses bureaux parisiens. Mais il ne dit rien. Il accepta l'invitation, s'assit sur le tapis, écouta Lucas lui expliquer où il rangeait ses trésors, ses dessins, ses livres préférés. Il ne posa aucune question sur l'absence de confort ou de place. Il s'intéressa uniquement à l'univers de l'enfant. Camille le regarda faire. Pour la première fois, elle sentit une forme de paix s'installer dans l'espace. Le lien entre Lucas et Théo se renforçait sans artifice. Pas d'instant spectaculaire, pas de déclaration émotionnelle. Juste une accumulation de gestes cohérents, de retours réguliers, de silences respectés. Camille n'oublierait jamais ce qu'elle avait vécu. Elle n'effaçait pas ce qu'il lui avait fait. Mais elle reconnaissait que, cette fois, il n'était pas venu pour se faire pardonner. Il était venu pour être présent. Et peut-être que cela suffisait pour l'instant. Un dimanche, en revenant du parc, Lucas demanda à Camille « Est-ce qu'il va rester ?» Elle ne sut pas quoi répondre immédiatement. Elle regarda son fils, puis répondit avec honnêteté « Il essaie ». Et cette réponse, Lucas la prit comme une promesse. Ce jour-là, en fermant la porte derrière eux, Camille comprit que le lien entre Théo et Lucas ne serait plus jamais une inconnue. Il ne s'agissait pas d'un retour en arrière, ni d'un avenir à construire à deux comme avant. Il s'agissait d'un lien nouveau, indépendant, vital pour leur fils. Et malgré tout ce qu'elle avait perdu, malgré tout ce qu'on lui avait volé, cette réalité-là, personne ne pourrait jamais la lui enlever. Théo rentra chez lui ce soir-là avec la sensation étrange d'avoir été témoin d'un moment essentiel, mais sans savoir comment l'interpréter. Il avait vu la chambre de Lucas, ses dessins accrochés au mur, ses livres empilés sur une étagère, ses jouets alignés avec soin. Il avait été accueilli sans cérémonie, sans fausse chaleur, mais avec cette honnêteté brute qui ne se fabrique pas. Il avait perçu, dans chaque recoin de cette petite pièce, l'amour silencieux que Camille avait mis pour élever leur fils seul, avec dignité, sans attente. Et cette vérité le frappa plus fort que toutes les révélations qu'il avait reçues jusque-là.
Il n'avait pas seulement perdu 5 ans. Il avait abandonné la chance de construire quelque chose avec son propre enfant dès le premier souffle. Ce n'était pas une erreur de communication. C'était un choix, inconscient peut-être, mais destructeur. Il resta longtemps debout dans son salon à Paris, regardant par la fenêtre les lumières des immeubles voisins. Il imaginait ce que Lucas avait vécu, toutes les premières fois auxquelles il n'avait pas assisté. Les premiers pas, le premier mot, les nuits de fièvre, les colères, les rires, les anniversaires, les peurs et les réussites. Tout cela, il l'avait manqué par orgueil, par précipitation, par refus d'écouter. Et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Aucune technologie, aucune influence, aucun pouvoir financier ne pouvait annuler cette absence. Elle était inscrite dans le corps de son fils, dans sa mémoire d'enfant. Elle faisait partie de lui désormais, comme une cicatrice invisible. Théo commença à tenir un carnet, pas pour se justifier, ni pour s'expliquer, mais pour mettre des mots sur ce qu'il ressentait. Chaque soir, après ses visites à Lucas, il écrivait. Il racontait ce qu'ils avaient fait, les phrases prononcées, les gestes partagés. Il notait les questions de l'enfant, ses silences aussi, ses sourires furtifs. Il consigna ses propres pensées, ses regrets, ses doutes. Il écrivait comme on dépose une offrande, non pas à quelqu'un d'autre, mais à ce qu'il n'avait pas su devenir. C'était une tentative de réparation intérieure, de confrontation avec sa propre lâcheté. Il ne parla de ce carnet à personne. Il le gardait dans un tiroir de son bureau personnel, fermé à clé. Il n'évoqua jamais non plus auprès de Camille ce qu'il avait découvert en relisant les anciens messages, ni la lettre qu'elle avait laissée, jamais ouverte à l'époque. Il avait compris que cette douleur lui appartenait. Camille avait vécu la sienne en silence. Elle n'avait jamais cherché à se venger, à le faire culpabiliser, à réclamer quoi que ce soit. Elle avait assumé seule. Et maintenant qu'il savait, il ne voulait pas faire d'elle le réceptacle de son repentir. Elle n'avait pas à porter sa conscience. Elle avait déjà porté assez. Un jour, Lucas tomba malade. Rien de grave, une simple grippe. Camille l'informa par message qu'il ne pourrait pas se voir cette semaine. Théo proposa d'apporter quelque chose, un livre, un dessin, une soupe. Elle refusa poliment. Ce fut la première fois depuis le début de leur réconciliation que Camille traçait une limite claire. Il comprit. Il n'insista pas. Mais le vide que ce simple empêchement créa en lui fut brutal. Il passa la journée à se demander s'il allait mieux, à imaginer Camille veillant sur lui, le front brûlant contre sa main, les médicaments sur la table de nuit, les draps humides de fièvre. C'était un détail, un jour comme tant d'autres pour un parent. Mais pour Théo, c'était un rappel douloureux de ce qu'il n'avait pas connu. Il ne savait pas ce que c'était, veiller sur un enfant malade. Il n'avait pas entendu Lucas pleurer la nuit. Il ne l'avait pas bercé jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il ne connaissait pas ses habitudes de sommeil, sa position préférée pour être rassuré. Et cette ignorance, cette absence de réflexe, lui apparut comme une violence sourde. Il se sentait étranger à ce qu'il aurait dû connaître depuis longtemps. Il retourna dans son ancien appartement, celui qu'il avait partagé avec Camille. Il n'y était plus revenu depuis qu'il avait trouvé la lettre. L'air y était sec, les pièces vides. Il ouvrit les placards, un à un. Il retrouva des objets oubliés, une écharpe à elle, un vieux gobelet, un carnet de croquis qu'elle utilisait parfois. Il s'assit sur le lit, observa les murs, tenta de se souvenir. Mais les souvenirs venaient en fragments, jamais complets. Il comprit alors que ce lieu n'était plus rien. Il avait été un foyer. Il n'était plus qu'un espace froid, abandonné, rempli de fantômes. Il se demanda s'il devait le vendre, tourner cette page définitivement. Mais il n'en était pas encore capable. Il quitta l'appartement sans toucher à rien, referma la porte sans bruit. Il marcha longtemps dans les rues vides, sans destination. Il repensa à la dernière fois où il avait vu Camille pleurer. Ce n'était même pas une vraie scène. Elle n'avait pas hurlé, ne s'était pas débattue. Elle avait baissé les yeux, les larmes silencieuses, une dignité intacte même dans la douleur. Il avait tourné le dos à cette image. Aujourd'hui, elle lui revenait avec une précision insupportable. Le lendemain, Lucas allait mieux. Camille le lui confirma dans un message court. Pas de détails, juste une information. Il répondit avec un soulagement qu'il ne dissimula pas. Il proposa de le revoir dès qu'il serait prêt. Elle dit que ce serait possible dans 2 jours. Théo effaça sa journée entière pour ce rendez-vous. Il n'y aurait rien de spécial, aucune célébration.
Juste une promenade au parc, un moment simple. Mais pour lui, c'était immense. Pendant cette promenade, Lucas lui tendit un dessin. Théo le déplia lentement. C'était une représentation naïve mais touchante. 3 silhouettes se tenèrent la main. Le garçon, au centre, était entouré d'un homme et d'une femme, Camille et lui. En haut du dessin, Lucas avait écrit « Ma famille ». Il n'avait jamais utilisé ce mot jusqu'à présent. Pas devant Théo, pas de manière aussi explicite. L'homme sentit ses jambes trembler. Il remercia doucement, sans éclater. Il savait que ce mot, écrit de la main d'un enfant, contenait plus de vérité et de pardon que tout ce qu'il aurait pu espérer. Mais il savait aussi que ce mot portait un poids immense et qu'il ne devait pas le trahir à nouveau. Le samedi suivant, Camille annonça à Théo que Lucas souhaitait passer l'après-midi avec lui, sans elle. C'était une première. Jusqu'alors, elle avait toujours été présente, même en retrait, toujours à proximité. Cette fois, elle resterait à la maison, et Lucas irait seul au musée avec Théo, puis au jardin pour goûter. Le ton de son message n'était pas chargé d'émotion, mais il laissait transparaître une avancée, une confiance, fragile mais réelle. Théo lut le message plusieurs fois avant de répondre. Il mesurait l'importance de ce qu'elle venait de lui accorder. Ce n'était pas simplement un moment d'intimité avec son fils, c'était un test silencieux. Pouvait-il être une figure stable, fiable, sans supervision? Il dit oui. Il serait là, à l'heure. Et il le fut. Lucas l'attendait sur le trottoir, un petit sac sur le dos, une veste fermée jusqu'au menton. Camille lui tendit la main et lui glissa quelque chose à l'oreille. Puis elle se tourna vers Théo, le regard sérieux mais calme, et lui dit « Il connaît mon numéro. Il m'appellera s'il y a un souci. » Rien de plus. Pas de mise en garde, pas d'avertissement déguisé. Elle lui confiait Lucas, comme une mère confie son enfant à quelqu'un qu'elle a décidé de ne pas surveiller. Théo prit la main de son fils. Lucas sourit. Ils partirent ensemble. Le musée était celui des sciences naturelles, modeste mais bien agencé, parfait pour les enfants. Lucas courait d'une salle à l'autre, posant des questions, touchant les maquettes, racontant ce qu'il savait déjà sur les planètes, les volcans, les fossiles. Théo le suivait, l'écoutait, parfois répondait, parfois se contentait de le regarder. Il y avait dans les mouvements de Lucas une énergie qu'il reconnaissait, une curiosité qu'il ne pouvait pas nier. Il partageait ce trait, cette soif de comprendre le monde par les détails. Après le musée, ils s'installèrent dans un parc voisin. Théo avait prévu un goûter, des petits biscuits, 2 jus de fruits. Lucas mangea en silence, pensif. Puis, sans transition, il posa la question qu'aucun adulte n'avait osé aborder jusque-là. « Pourquoi tu ne vivais pas avec moi ?» Théo resta figé quelques secondes. Il regarda son fils dans les yeux. Il ne mentit pas. Il dit « Parce que j'ai fait une erreur, une grosse erreur. J'ai cru des choses fausses. Et au lieu de poser des questions, j'ai tout arrêté. » Lucas le fixa, son regard grave. « Tu pensais que maman avait fait quelque chose de mal ?» Théo répondit « Oui, mais ce n'était pas vrai, et je ne lui ai pas laissé la chance de m'expliquer. » Le silence s'installa. Lucas finit son jus de fruits, puis il dit simplement « Moi, je ne veux pas que tu partes encore. » Cette phrase, à elle seule, aurait pu briser Théo, mais il se força à rester calme, à ne pas fondre en émotion. Il dit « Je ne partirai pas. » Et cette fois, il le pensait. Il n'y avait plus d'arrière-pensée, plus de conditions. Il n'était pas là pour se faire aimer. Il était là pour rester. Le reste de l'après-midi se déroula dans un calme étrange, presque solennel. Lucas se montrait plus proche, plus tactile. Il lui tenait la main plus longtemps, le regardait avec plus d'insistance. C'était comme si l'enfant avait attendu une réponse, et qu'enfin, elle était venue. Pas parfaite, pas magique, mais sincère, et cela suffisait pour déclencher quelque chose. Quand ils revinrent à l'appartement, Camille ouvrit la porte, accueillit Lucas avec un regard doux. Il entra, déposa son sac et alla dans sa chambre sans rien dire. Elle se tourna vers Théo. Le silence entre eux dura une dizaine de secondes. Puis elle demanda « Comment ça s'est passé ?» Théo répondit honnêtement « Il m'a posé la seule vraie question, et j'ai répondu. » Elle le regarda plus longtemps que d'habitude. Puis, elle hocha la tête. Il allait partir, mais elle le retint d'un mot. « Attends. » Elle entra dans le salon, revint avec un petit carnet. Elle le lui tendit. « C'est à lui, il écrit dedans de temps en temps. Tu peux le lire. Mais pas lui en parler, pas tout de suite. » Théo prit le carnet, le rangea dans sa sacoche sans l'ouvrir.
Il remercia. Il sentit que ce simple geste valait autant qu'un aveu. Camille ouvrait une porte. Elle ne disait pas ce qu'elle ressentait, mais elle lui montrait qu'elle voyait ses efforts et qu'elle reconnaissait en silence que quelque chose avait changé. Chez lui, Théo ouvrit le carnet. Lucas y avait dessiné des scènes simples, lui et sa mère, des animaux, des souvenirs d'école. Puis, quelques pages plus loin, un dessin le montra aux côtés d'un homme. Un homme qu'il appelait dans un coin de page « mon papa ». Ce mot, écrit de sa main, l'atteignit plus que tout ce qu'il avait pu vivre jusqu'à présent. Il savait que ce mot avait un poids. Il ne l'avait pas mérité. Mais il allait faire tout ce qu'il pouvait pour en être digne. Le lendemain, il acheta un livre qu'il savait plairait à Lucas. Un ouvrage illustré sur les dinosaures. Il l'emballa, y glissa une carte. Pour mon explorateur préféré, à très bientôt. Ton papa. Il hésita un instant avant d'écrire ce dernier mot. Puis, il le laissa, parce que Lucas l'avait déjà écrit avant lui, et que maintenant, c'était à lui d'en assumer chaque lettre. Les semaines qui suivirent à cette rencontre en tête-à-tête marquèrent un tournant discret mais profond. Camille ne changea pas radicalement d'attitude envers Théo, mais il était désormais clair qu'elle le laissait faire partie du quotidien de Lucas. Les visites devenaient régulières, les échanges moins formels. Théo accompagnait parfois Lucas à l'école, venait le chercher à la sortie, l'emmenait au parc ou à la médiathèque. Il restait toujours attentif à ne pas s'imposer, à respecter les limites établies. Il savait que la place qu'il occupait n'était pas un droit, mais une concession fragile, et qu'il lui appartenait de la mériter à chaque instant. Camille observait ces changements avec une prudence constante. Elle ne formulait pas de reproches, ne ramenait jamais les conversations au passé, mais sa distance émotionnelle restait palpable. Elle était polie, parfois douce, mais rarement chaleureuse. Elle répondait aux messages de Théo rapidement, mais avec des phrases sèches. Elle assistait aux moments partagés avec Lucas sans interférer, mais sans jamais s'y mêler réellement. Théo ne s'en plaignait pas. Il comprenait que cette attitude était une protection. Elle ne voulait plus être blessée. Elle ne cherchait pas à réparer ce qui avait été détruit entre eux. Son objectif, désormais, était simple, veiller à ce que Lucas ait ce qu'il méritait. Théo, de son côté, découvrait une autre version de lui-même. Il se surprenait à réorganiser ses journées pour s'adapter à l'emploi du temps de son fils. Il déclinait des réunions secondaires, raccourcissait certains déplacements pour pouvoir assister à une sortie scolaire ou simplement passer une heure au parc. Ce qu'il n'aurait jamais envisagé auparavant devenait peu à peu une habitude. Et dans ce changement, il ne se sentait pas diminué. Au contraire, il avait le sentiment de devenir enfin un homme capable de regarder au-delà de lui-même. Peu à peu, Lucas commença à intégrer Théo à ses récits quotidiens. Il parlait de lui à ses camarades d'école, l'évoquait dans ses dessins, le citait dans ses jeux. Un jour, il demanda s'il pouvait inviter son père à la kermesse de fin d'année. Camille hésita. Ce type d'événement impliquait de croiser d'autres parents, de s'exposer. Mais elle accepta. Et ce jour-là, Théo se présenta, discrètement, vêtu simplement, s'assurant de ne pas attirer l'attention. Il resta aux côtés de Lucas, l'aida à tenir son stand, participa à une course en sac avec un sérieux comique qui fit rire l'enfant aux éclats. Camille le vit de loin, assise près des autres parents. Et pour la première fois, elle esquissa un sourire en le regardant, un sourire fugace, presque involontaire. Après la kermesse, ils rentrèrent tous les trois à pied. Lucas courait devant eux, riant, libre. Théo et Camille marchaient côte à côte sans parler au début. Puis elle rompit le silence. Elle lui dit qu'il avait changé, pas pour elle, mais pour leur fils, et que ça comptait. Il répondit qu'il ne cherchait plus à se faire pardonner. Il voulait simplement être là. Elle acquiesça. C'était la première fois qu'il parlait sans tension, sans défiance. Une conversation entre deux adultes liés par un même amour pour un enfant. Les jours passèrent. Une routine s'installa. Chaque samedi, Théo préparait un programme avec Lucas. Chaque mercredi, il l'accompagnait à une activité. Camille commençait à lui confier de petites responsabilités. L'accompagnement chez le médecin, l'achat de fournitures scolaires, la gestion de certains papiers. Ce partage progressif était une forme de reconnaissance silencieuse. Elle ne disait pas qu'elle lui faisait confiance, mais elle agissait comme si elle commençait à croire qu'il n'allait plus fuir. Un dimanche après-midi, Lucas tomba et se blessa légèrement. Une coupure au genou, rien de grave. Mais au lieu d'appeler Camille, il demanda instinctivement à Théo de l'aider.
Ce geste simple fut un choc pour l'homme. Il soigna la plaie, appliqua un pansement, rassura l'enfant. Quand Camille arriva, Lucas la salua avec le sourire comme si de rien n'était. Elle vit la trousse de secours ouverte, le genou bandé, et elle comprit. Elle ne dit rien, mais ses yeux croisèrent ceux de Théo avec un éclat nouveau. Un mélange de surprise, de gratitude, et juste peut-être d'apaisement. Théo n'attendait rien d'autre. Il ne cherchait pas à recréer une famille selon les standards traditionnels. Il savait que Camille avait bâti un monde solide, même dans la douleur, et il ne voulait pas le bouleverser. Il voulait seulement s'y intégrer, à la place qu'on lui laisserait. Lucas, lui, semblait accepter cette configuration avec une sérénité désarmante. Il ne posait plus de questions. Il vivait dans un présent simple, où son père était là, sans explication, sans justification. Et ce présent suffisait. Un soir, Théo reçut un message de Camille. Quelques lignes. Elle disait que Lucas parlait souvent de lui, qu'il commençait à poser des questions plus précises, et qu'il serait peut-être temps, un jour, de lui raconter la vérité. Pas tout, pas encore. Mais les grandes lignes. Théo répondit qu'il serait prêt, qu'il respecterait le rythme de Lucas, et qu'il ne parlerait que lorsque Camille le déciderait. Elle répondit simplement « Merci ». Cette nuit-là, Théo relut le carnet de son fils. Les dernières pages montraient une évolution. Les dessins devenaient plus détaillés, plus narratifs. Une scène représentait un pique-nique à trois, avec leurs noms écrits au-dessus. Lucas, Camille et Théo. Ce dessin n'était pas une demande. C'était une photographie mentale de ce qu'il vivait. Une réalité qui, peu à peu, s'imposait comme un nouveau départ. Et pour la première fois depuis des années, Théo s'endormit sans se demander ce qu'il aurait pu faire différemment. Parce qu'il savait que même si tout avait commencé dans le chaos, il avançait désormais sur un chemin construit pierre après pierre. Pas pour réparer, mais pour construire. Le ciel était d'un gris perle ce matin-là, comme si la pluie hésitait à tomber et laissait un voile humide suspendu au-dessus de la ville. Le froid s'était atténué, les feuilles avaient presque toutes été balayées, mais le souvenir d'un automne rigoureux persistait sur les pavés et dans l'air. Pour Théo Laurent, ce jour ne semblait pas différent des autres. Il se leva tôt, comme à son habitude, remit sa cravate d'un geste mécanique, prit un café rapide et parcourut les actualités avant d'embarquer dans son véhicule. Malgré les réunions qui s'annonçaient, il ne saluait plus les fenêtres vitrées avec le même détachement. Il avait appris à porter autre chose que son costume d'homme d'affaires. Quelque part, un changement intérieur avait commencé à se manifester. Pendant ce temps, Camille Moreau préparait la sortie de Lucas avec soin. Elle n'attendait pas un événement spectaculaire. Elle avait choisi de le conduire dans un lieu simple, un jardin municipal, non loin de leur appartement, aux bancs usés et aux pelouses imparfaites, mais chargées de lumière filtrée. Elle attachait le manteau de son fils, vérifiait son sac d'école, lui glissait un mot discret. Le garçon regardait autour de lui, impatient. Il avait demandé à rencontrer son père ce jour-là dans ce jardin, comme s'il pressentait quelque chose. Camille n'y avait pas beaucoup réfléchi. Elle avait accepté. Elle avait compris que le moment était arrivé, qu'il ne s'agissait plus d'une étape, mais d'un virage. Ils partirent ensemble. Lorsque Théo arriva, il trouva Lucas déjà assis sur un banc, un dessin à la main. Le garçon sourit en le voyant et tendit son dessin, une scène simple, eux trois, de la main de l'enfant, serrés les uns aux autres. L'emplacement était au pied d'un grand chêne qui dominait le jardin. Théo lut le dessin. « Ma famille » était inscrit en lettres d'enfant. Il sentit une émotion sourde monter en lui. Il remercia doucement, s'assit à côté de l'enfant, posa une main sur son épaule et lui dit « Merci, mon fils ». Le garçon resta silencieux puis demanda « On peut marcher maintenant ?» Théo acquiesça. Ils se levèrent. Camille les suivit à distance, puis les rejoignit. Ils faisaient ce geste simple, marcher ensemble, sans but, mais avec une présence. Ils avancèrent côte à côte, puis Lucas pressa la main de chacun. Théo la sentit. Ce contact si léger était plus lourd de sens que n'importe quelle déclaration. Ils s'arrêtèrent près d'un étang, où l'eau reflétait les arbres comme un miroir fissuré. Le silence s'installa, paisible, sans tension. Théo observa Camille. Elle ne détourna pas le regard. Elle ne sourit pas de façon éclatante, mais son expression était claire. « J'ai accepté ». Il ne dit rien. Il sut que les mots seraient pauvres. Il se concentra sur Lucas, demanda quel est son livre préféré, ce qu'il voulait faire plus tard.
Le garçon répondit avec enthousiasme que voulait être astronaute. Théo sourit. « Alors je t'aiderai. » Lucas regarda la mère. Elle hocha la tête. Et c'était tout. Le jour s'emboîtait. Ensuite, ils s'assirent sous le chêne. Théo sortit de son sac le livre qu'il avait préparé. Il l'ouvrit, lut quelques pages à haute voix. Lucas écouta. Camille se rapprocha. Elle mit sa main sur le dossier du banc, proche de la sienne main. Le contact fut non-verbal mais significatif. Ils ne se parlaient pas de l'ancien, de la douleur, du temps perdu. Ils vivaient le moment. Un moment où tout ce qu'ils avaient fait jusque-là prenait sens. Une ruine reconstruite, pas sur les décombres d'un passé idéal, mais sur un présent honnête. Quand le soleil baissa, l'ombre s'allongea. Ils quittèrent le jardin ensemble. Lucas marchait d'un pas rapide, tenant la main de Théo. Camille les suivait légèrement en retrait. Une fois devant l'immeuble, elle s'arrêta. Elle regarda l'enfant qui entra, puis se tourna vers Théo. Elle dit simplement « Merci d'être venu aujourd'hui ». Il répondit « Merci de me l'avoir permis ». Aucun excès, aucun remords, une reconnaissance. Ils se serrèrent la main, firent un geste de cordiale amitié. Puis Théo s'éloigna. Il sentit le poids du passé s'alléger. En montant dans sa voiture, il regarda une dernière fois l'immeuble. Une image s'imposa. Elle n'était pas seulement une survivante, elle avait été la gardienne d'un espoir silencieux. Il démarra, et alors que les lumières de la ville s'allumaient, il comprit que ce jour-là n'était pas la fin. C'était le début d'un autre. Il pensa au rendez-vous du lendemain, aux livres qu'il apporterait, aux questions que Lucas poserait, peut-être à l'entretien qu'il aurait avec lui un jour sur la vérité. Il n'avait plus peur, il avait la volonté. Et cette nuit-là, alors que la pluie finit par tomber, fine, régulière, Théo sortit sur le balcon de son appartement et regarda l'horizon. Il sentit dans le silence la présence de deux êtres qui comptaient pour lui. Il sut que les chemins croisés des trois n'étaient plus destinés à diverger. Ce jour où tout s'était emboîté ne supprimait pas le passé, n'effaçait pas les blessures, mais ouvrait une voie nouvelle. Une voie où la présence simple, régulière et honnête devenait la réponse qu'il avait toujours refusé de donner. Les 13 chapitres de cette histoire se fermaient alors que le premier acte de cette nouvelle vie commençait.